aujourd'hui le chapitre 17 qui évoque le fondement cyclique de l'existence, le fondement cyclique de l'existence, de l'existentiel. La croissance n'est ni un taux, ni un graphe, ni une courbe. Elle est un cycle évoluant en spirale au sein d'un espace déterminé avec ses ressources. Le cadre, c'est l'espace de vie et ses ressources. Le cycle de vie concerne toutes les existences et toutes les existences évoluent dans un cycle spiral. Voilà le concept que je pose. Ce fondement, il correspond à notre condition existentielle au sens biologique et qui vaut autant pour l'économie, pour l'échange, pour la reproduction, pour les espèces vivantes, pour les rapports sociaux, etc. Donc le fondement cycliste concerne le vital et agit sur l'échange social. En posant ce schéma mécanique, la gouvernance devient un soin d'ingénierie politicienne pour surveiller l'évolution de ces spirales, de ce système. Alors, l'économie concerne les thèmes concrets de la vie socio-économique. Elle n'est pas une science théorique ou une découverte nouvelle, elle est un très vieux savoir conditionné à l'origine de l'homme et de son existence qui remonte à la punition d'Adam et Ève, qui ont été punis pour une histoire de pommes. Vous connaissez l'histoire. Et de là naquit la conscience et le besoin vital que l'homme devra gagner à la sueur de son front et que la femme éprouvera dans la douleur de la reproduction. Et en fait, ce sont les fondements de l'existence qui sont définis dans ce mythe, dans ce thème religieux. L'économie a poursuivi différentes étapes de l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge de la roue, l'âge de l'écriture, l'âge de la technologie peut-être, on parle parfois de l'âge d'or, oui, why not? Et aussi, je n'ai pas noté ça, je n'ai pas fait une édification de tous les âges. Aujourd'hui, on peut réellement parler d'un âge de l'Internet. Donc, ce sont des choses, c'est une évolution intéressante à comprendre dans le sens économique. Alors, l'invention de la roue composa une étape essentielle. La roue, ça paraît banal. Pourtant, la roue, c'est l'idée de tourner. Parce que tourner est le sens du fonctionnement. Quand on vous parle et l'on vous demande est-ce que ça tourne, dans certains langages, on dit est-ce que ça tourne pour demander si la vie va bien, donc si elle circule bien. Donc c'est le sens du fonctionnement, l'expression naturelle de la croissance et de l'évolution. Cette banalité est à poser en théorie cyclique comme fondement de l'existence et de l'action politique. Alors, le privilège des sciences exactes a faussé la lecture économique et perturbé le sens du projet socio-économique. La discipline s'est donné une prétention des Lumières, abusée par l'usage des théories mathématiques dans les schémas de la pensée et de la brume de l'esprit savant. Certes, les comptages mathématiques et les techniques comptables sont indispensables pour établir des états d'inventaire, des calculs de bilan financier, gestion de stock et des ressources, mais la restriction du champ scientifique à des concepts mathématiques déconcerte les fondements essentiels de l'économie sociale, de l'existentiel, du vital, de la production, du bien-être, du circuit naturel. La réalité économique est alors coupée de son humanité. La théorie économique finit par oublier le concret de l'existentiel et non pas de l'existentialisme au sens philosophique. Tout comme Socrate l'exprimait dans une vieille fable, Thalès de Milet s'interrogeait sur les astres, tomba dans un puits et suscita le rire d'une servante venue le secourir. À force de voir le ciel, Thalès ne voyait plus le sol. Donc il ne voyait pas la banalité du sol sur lequel il marchait aux dépens d'un ciel qu'il interrogeait. Donc il négligeait l'essentiel de l'existentiel. Et c'est pareil en économie, où le scientisme excessif perturbe l'horizon
ne voit plus l'horizon pour ausculter le détail qu'il interroge, mais il ne faut jamais oublier cette généralité de la science politique qui a tout son intérêt. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le général celui qui commande. Donc, le scientisme excessif perdait son horizon, à ausculter son domaine spécial et négligeait l'essentiel économique de l'existentiel et qui perturbe l'économie, déclarant les résultats d'une pseudo-science faiblement critique et difficilement contrôlable. Parce que ceux qui nous arrosent avec de la science exacte en économie, on ne sait pas les contrôler, on leur fait confiance. On fait confiance à leur esprit. Donc il y a des données qui peuvent être contestées, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire de la critique de l'économie que j'ai évoquée dans un chapitre précédent, dans le chapitre sciences politiques et économie. Alors dans ce chapitre, je reviens à Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun n'est pas connu économiste, il est connu comme historien, comme sociologue. Pourtant, il affirme une banalité essentielle lorsqu'il dit « tout tourne ». Tout tourne. Alors, le cycle est l'essentiel de tout. Du système solaire, des planètes, d'une orbite de la Terre, d'un tour sur elle-même, de la rotation de la Lune, des mouvements des marées, du renouvellement des saisons, du cycle de l'eau, des attitudes de l'instinct, de la reproduction, de la vie des êtres, des plantes, de la migration des espèces animales, des générations humaines et de la continuité du monde. Le fondement cyclique de l'existentiel vaut autant pour la journée d'un papillon que pour le centenaire des civilisations. L'insecte vit dans sa métamorphose, la culture dans son évolution, avec une croissance, une apogée, un déclin, une périgée. Le cycle vaut autant pour l'échange, les relations humaines, les sciences sociales. Il concerne nos modes de vie journaliers, routiniers, générationnels. Il inspire nos technologies, depuis l'invention de la roue, la création des circuits, les ondulations, les codes binaires. Chaque cycle tient une existence, avec sa période de vie et de renouvellement dans un espace de rotation et un délai, une quasi-comptabilité d'un actif et d'un passif, de l'échange, pour donner et recevoir, en cohérence avec le fondement cyclique de l'existentiel. Ibn Khaldoun n'imaginait pas la rupture des cycles. Or, vous le savez bien, de vieilles cultures sont devenues de gigantesques pays pauvres et de pays sans ressources sont devenus d'énormes puissances. Les contradictions sont délectées à exposer les contraintes d'un fossé qui se creuse entre riches et pauvres. Alors les néo-khaldouniens reconnaîtraient la rupture des cycles. Donc je disais, Ibn Khaldoun n'imaginait pas la rupture des cycles. Pourtant, aujourd'hui, si on soutient cette école, on constate que tout ne tourne pas. Les choses ne tournent pas rond, comme on dit dans notre langage courant. Donc les cultures humaines et espèces animales ne tiennent plus leur cycle d'existence. Elles enregistrent les annales des cultures et des espèces disparues, etc. Bon, alors j'en arrive à un paragraphe. Alors le processus cyclique compose la mécanique de l'existentiel et justifie la durabilité d'une planète vivante. Il s'inscrit dans les fondements de l'action politique et des objectifs d'État parce qu'il concerne l'existence des êtres vivants et de la biosphère, détermine la reproduction et la reconduite des espèces. La continuité du monde impose de préserver le fondement cyclique d'une évolution spirale, de protection des vies et de leurs conditions de reproduction. La responsabilité collective vise une finalité sociale de progrès et de développement durable pour le bien-être et la préservation des ressources. L'action intervient sur cet appareil à la manière d'une ingénierie politicienne appelant à identifier les nœuds à dénouer qui contraignent la dynamique cyclique par leurs activités d'intérêt exclusif divergents du global et de l'harmonie générale. La vision mécanique est à l'image d'un furet de plombier qui tourne en spirale pour déboucher une canalisation. Le tourniquet doit être inférieur au diamètre de la canalisation. Une pression trop forte produit des tensions et des nœuds dans la spirale et un blocage. Voilà. Alors, bon, j'ai lu, parce que c'est tellement compliqué à expliquer,
En fait, la croissance n'est pas une courbe, la croissance est un cycle qui tourne sur lui-même à la manière d'une spirale. Et lorsque ce cycle est inférieur à ses ressources, donc inférieur à son tube, il est en harmonie avec les autres cycliques. Si jamais on le perturbe, il produit des nœuds, et les nœuds sont des contradictions socio-économiques que le politique appelle à identifier. Donc il y a un département de la politique dans le sens de prévision qui consiste à observer cette mécanique de cette spirale qui tourne en harmonie avec les autres spirales. Et à partir du moment où il y a des contradictions, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds, il doit les identifier pour les dénouer et favoriser la spirale pour un développement que les économistes appellent durable. Alors les nœuds sont les contradictions de ce qui ne tourne pas. L'action publique consiste à identifier les contradictions. Alors la perception de contradiction est ancienne à la conscience intellectuelle. Les auteurs ont exprimé sous différentes formes l'impossible destin d'une humanité ou d'une société abusive et oppressive, sans éthique ni loi, sans justice, inégale ou déshonorante, le principe des ciseaux de Malthus, qui affirmait les risques de famine qui seraient dus à l'insuffisance de l'alimentation face à la croissance exponentielle de la population. L'excellent Joseph Proudhon, lui, décrivait les contradictions de la misère dans laquelle les gens ne s'en sortaient plus, et il appelait à l'anarchie, c'est-à-dire la liberté, qu'Adam Smith qualifiait de main invisible de liberté. Donc sous des concepts différents, il y a quand même des idées qui se rejoignent, et à la base, c'est l'idée de contradiction d'une société qui ne tient plus, où Karl Marx usa lui-même du terme aliénation pour décrire les contradictions entre rapports sociaux et production, conditions et intérêts collectifs. Alors, les contradictions soutenaient l'inévitable fin du capitalisme pour l'avènement d'une société socialiste en vue d'un idéal de société communiste, donc de société égale. Alors, bon, je saute un peu sur les théories. L'objectif des économistes est d'identifier les contradictions et les incohérences entre les ressources et la consommation, la qualité et le bien-être, la satisfaction et la qualité de vie. Bon, je vais sauter plusieurs paragraphes. Les idéologues se sont flattés d'un désaveu des théories marxistes, je vais encore sauter. L'excellence de l'analyse marxiste n'est pas contredite. Le capitalisme s'est adapté et s'est imposé à tous les pays en modèle de consommation tout azimut, aux dépens de la reproduction des ressources et de la qualité de l'environnement. Cependant, il porte les contradictions et stigmates qui éclatent et atteignent les limites de la Terre. Le capitalisme a rompu le processus cyclique par une croissance exponentielle qui correspond à un système de vente pyramidale où producteurs et consommateurs usent à fond perdu des ressources naturelles pour de l'argent qui donne à manger mais qui ne se mange pas. L'argent est de création humaine, donc je vais sauter ça. Homo economicus a normalisé un modèle dominant qui s'est imposé à tous les espaces. Il s'est doté de puissantes technologies pour satisfaire des besoins exclusifs, perturbant le fonctionnement cyclique, détruisant les autres formes d'existence et déstabilisant les fondements vitaux de la reproduction. La relation devient parasitaire, les forces de renouvellement de la nature sont brimées, elles conduisent à des disparités d'espèces, de vie animale, végétale, culturelle. Les naturistes ou naturalistes confirmeraient la réalité d'un monde exposé au danger. Les biologistes inscriraient au classement de fin d'échéance pour les vies nombreuses d'espèces animales et végétales. Les déficits sont reportés à l'échelle planétaire, causant des perturbations d'existence qui approcheront une échéance pour l'homme, en cause d'une planète épuisée par l'exploitation intensive et la dégradation des ressources. L'équilibre de l'homme et de son milieu devrait être une préoccupation essentielle pour les gouvernants au nom d'une considération sociale et des intérêts de planète. Alors, les pouvoirs d'État se disposent à de principaux leviers d'identification des contradictions et de prospective. Prospective, donc, c'est un domaine
de recherche, d'identification de ce qui ne va pas pour le futur, pour constater, pour identifier les forces contradictoires, pour constater le nuisible et prévenir un avenir du monde et éliminer ces contradictions. L'action politicienne devient une intervention d'ingénierie pour observer le processus cyclique et veiller à une croissance harmonieuse, en cohérence avec son espace. Le contrat civil est dans l'économie de l'activisme pour lutter contre l'inutile et poser le principe économe du mot économie contre le gaspillage pour la réutilisation, le recyclage, la longévité des biens. Voilà, à peu près ça. Alors la théorie cyclique maintenant, je l'évoque dans un paragraphe plutôt technique. La croissance, elle traduit en tout cas une vérité biologique en une théorie économique qui considère l'existence, la rotation, l'évolution spirale, le tube, c'est-à-dire ce qui concerne le canal, son espace. Les théorèmes signifient que le processus de la croissance est circulaire, il circule dans une durée et dans un espace dont le cycle doit être inférieur ou égal à la circonférence cubique de son espace et de ses ressources. C'est une banalité, mais les théories évoquent des banalités. Donc, vous savez, la banalité de la roue, elle est tellement banale qu'on n'a pas jugé nécessaire de l'exprimer. Et donc, c'est là qu'on l'exprime parce que pendant longtemps, la planète avait les moyens de se ressourcer. Or, aujourd'hui, elle est en panne, elle est vraiment en difficulté. Donc, il faut rappeler l'essentiel. C'est comme notre fameuse Thalès de Milet. Le ciel est intéressant, mais n'oublie pas le sol sur lequel tu marches. Et donc là, nous sommes en train de porter atteinte à notre essentiel, existentiel, et c'est pour ça que l'action dépasse le cadre d'État, elle devient planétaire. C'est l'intérêt d'une planète qui nous porte à nous tous. Voilà. Alors, donc, une théorie banale, ben, c'est justement parce qu'elle est banale qu'elle devient une théorie. C'est pas quelque chose qui est... Si elle était contestée, elle ne serait pas banale. Mais là, nous sommes dans un fondement existentiel qu'il faut réaffirmer. Et là, j'utilise un peu l'économie, la science économique, pour exprimer cette théorie cyclique du fondement existentiel, de la croissance parfaite. La croissance parfaite est l'équivalent d'une perfection naturelle où chaque cycle est égal à son diamètre pour une évolution spirale droite. Vous voyez ? Si le cycle est inférieur, la spirale commence à basculer. Si le cycle est supérieur, il y a des pressions, il y a des nœuds, donc la spirale ne circule plus. Et donc elle perturbe le tube, c'est-à-dire son espace, et elle perturbe les autres spirales d'existence. Pour comprendre ce modèle théorique, je suis sûr que vous avez compris, mais si vous n'avez pas compris, il faut être plombier. Le plombier débouche une canalisation avec un furet. Un furet, vous savez, c'est un système de métal qui tourne en spirale dans la canalisation, et donc le cycle doit être inférieur au canal. Si jamais il est plus fort et que l'on force, on va faire des nœuds, on va avoir des blocages, avec la conséquence de casser la canalisation ou de ne plus pouvoir tourner. Et donc arrêter l'existence. Donc vous voyez, le furet d'un plombier est un système de ressorts qui tourne dans une spirale pour déboucher, pour permettre la fluctuation des eaux. Mais si jamais on force, si jamais le cycle est supérieur à son diamètre cubique, donc son diamètre de canalisation, il va faire des nœuds. Et donc c'est la même image que nous avons pour l'appareil politique. L'appareil politique doit aussi identifier ce qui ne tourne pas rond, les contradictions, les identifier et les dénouer. C'est pour ça que je parlais d'un département de la prospective. Ce sont les départements qui identifient les contradictions. Alors, donc j'ai cité le cas le cycle compose la diversité des vies,
des êtres, des cultures, des modèles économiques. Ils doivent évoluer en cohérence avec leur diamètre pour survivre et poursuivre. Or, l'exploitation intensive vise un genre exclusif. La surchauffe impose des ressources de la terre. La population en activité poursuit l'exploitation au-delà de son espace, aux dépens des existences, sans renouvellement, mais avec une transformation de la planète. L'exploitation devient abusive lorsqu'elle va au-delà des besoins, de la capacité de renouvellement, ne laissant plus à la nature le temps de se ressourcer. Elle compromet les autres fonctionnements vivants, entravant la diversité d'existence, perturbant notre support collectif qui est celui de la Terre. La dépendance à cet esprit exclusif accentue les contradictions locales, perturbe l'environnement, les modes d'existence biologiques et culturels, drainant la disparition des espèces et des cultures, tuant ainsi la riche diversité de la planète et de ses cultures. Autre erreur est la considération de la richesse monétaire. Bon, ça, je vais sauter ça. Au final, l'existence menacée se terminera dans quelle échéance? Parce que c'est ça qui est posé. L'échéance de l'existence qui est posée. Je vous disais dans un chapitre précédent que l'homme Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. Et va-t-il encore vivre 300 000 ans? Donc, son avenir est-il prévu pour les 300 000 ans ou est-il controversé ou compromis pour la prochaine centaine d'années? Nous en sommes là. Quand j'ai fait l'état de la planète dégradée, nous en sommes à nous poser des questions pour savoir si dans 100 ans, l'être humain existera. Il est clair que des forêts sans animaux, ça existe. Une mer sans poissons, ça existe. Donc nous en sommes déjà là. Bientôt une planète sans humanité. Il faudrait se poser la question. Avec la détérioration de l'air, de l'eau, etc., peut-être que les conditions de la planète ne permettront plus la vie humaine dans les années... Alors je sais que les Suisses construisent, eux ils ont prévu des protections contre la bombe nucléaire, donc ils ont des souterrains, mais il va falloir prévoir d'autres types de protections, c'est-à-dire un soleil qui tape où l'on ne peut plus circuler sans des protections contre les UV, il va falloir protéger la vue, il va falloir protéger l'eau, moi j'en suis persuadé. Nous ne le verrons pas, peut-être pas nos enfants, mais en tout cas c'est un avenir lugubre qu'il faut déjà envisager pour préparer les solutions. Et donc, et ça vient d'où? Ça vient de contradictions que l'on observe aujourd'hui. Lorsque vous transformez du bois en fumée, est-ce que ça ne pollue pas l'air? Bon, ça, vous me direz, un bois, est-ce que ça ne tue pas la réoxygénation de la Terre? Donc les conséquences, c'est dans l'air que l'on va respirer. Aujourd'hui, il est supportable. Dans certains endroits, il est difficile. Mais calculé dans 30 ans, dans 50 ans, lorsque les contradictions sont négatives, lorsque la spirale ne tourne plus, c'est une fin d'échéance où l'humanité n'est pas prévue pour ces 10 000 prochaines années, mais pour sa prochaine centaine d'années. Alors, la restauration cyclique. Donc, c'est là où je disais que le travail politicien consiste à observer ce fonctionnement cyclique en spirale, sans friction, pour maintenir une stabilité en harmonie avec les autres cycles, qui consiste donc à identifier les contradictions, les nœuds, réparer les cycles, pour justifier un développement durable, tout comme notre plombier qui adapte son tourniquet. Ça ne l'intéresse pas de bloquer son furet dans la canalisation. Donc parfois, il doit dérouler, il doit adapter son tourniquet, diminuer la pression dans la canalisation, éviter les nœuds corrupteurs pour favoriser la croissance, c'est-à-dire favoriser la fluctuation, la fluidité de la canalisation. Les nœuds composent des tensions qui s'entortillent, perturbent le support matériel. Elles sont les contradictions socio-économiques qui provoquent les conséquences sociales d'appauvrissement, de crise sociale, de colère, de conflit, de révolte, de conquête ou d'anéantissement. Le travail de l'ingénieur politicien
consiste donc à identifier et dénouer ces contradictions d'activités inutiles, stériles ou nuisibles qui produisent des tensions, des blocages et qui nous font ramer à contresens. Il devient un professionnel en compétence pour identifier les contradictions, réparer les cycles d'hyperspirale ou de spirale négative, prévient les prochaines casses, exprime les bons principes de fonctionnement, propose des lieux d'intervention, adapte la rotation au diamètre en rapport avec les potentialités d'une exploitation rationnelle des ressources. Il agit en coordination pour mettre la production en roue libre, réorienter le cap, économiser les énergies, recycler, soigner, diluer, rétrograder si nécessaire, renverser les activités afin de rassurer une continuité de l'existence, de la satisfaction de la croissance continue, durable et la préservation des ressources. Le principal objet devient celle d'une économie de l'économie pour éviter l'inutile, le stérile. La gouvernance diminue les contraintes et les pressions pour réduire les frictions socio-biologiques et fluidifier les fonctions afin d'harmoniser la coexistence des vies, favoriser le ressourcement naturel et favoriser le ressourcement naturel. Elle adapte les productions aux besoins. Bon, je vais un peu sauter tout ça. Alors, j'utilise un mot. Vous savez que les économistes utilisent le mot développement, et en fait, il faut retirer ce mot. Il faut retirer ce mot. Il faut utiliser le mot optimisation. Développement, c'est quoi, développement? C'est une croissance vers un sommet, une maturité, une vieillesse et une mort certaine? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Est-ce qu'après la mort, il y aura une nouvelle vie? Non. Donc, par contre, il faut utiliser le mot optimum, c'est-à-dire utiliser en fonction de nos ressources, en équilibre entre les besoins de l'homme et son environnement pour permettre un développement durable. Donc, une tribu amazonienne, elle est dans l'optimum de ses fonctions. Par contre, l'exploitation brésilienne des forêts d'Amazonie, elle, par contre, elle n'est pas optimum, puisqu'elle a une exploitation exponentielle des ressources de la forêt. Voilà. Alors, l'optimum politique, le contexte d'un monde perturbé, oblige à regarder la gouvernance sous l'angle d'une économie de l'économie. On ne peut pas continuer à laisser faire des dégâts sur une planète incapable de se renouveler. Il convient de rechercher l'optimisation de gestion pour mieux exploiter nos productions et contribuer à leur renouvellement, pour impliquer une responsabilité de gouvernance mondiale. J'ai mis dans le texte propre à Jacques Attali, parce que Jacques Attali a parlé d'une gouvernance mondiale. Et donc ce texte-là, bon, date d'octobre 2017, mais ce sont des idées que j'ai depuis très très longtemps et qu'on percevait, mais on n'éprouvait pas le besoin de les exprimer, puisque une roue ça tourne, mais c'est normal. Mais t'es bête ou quoi? Bien sûr qu'une roue ça tourne. Mais justement, parce qu'une roue tourne, il faut le dire. Parce que nous sommes tous d'accord qu'une roue tourne, il faut le définir. Il faut définir pour ne plus qu'on fasse des roues carrées. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire, vous voyez. On est en train de casser la roue. Alors si on n'a plus de roue, on ne va plus pouvoir tourner. Donc nous sommes à une étape de l'histoire où il faut réaffirmer les idées fondamentales. Et vous voyez, même si je ne suis pas un scientiste exact, eh bien je dis que là, il faut affirmer une fonction fondamentale, axe de direction des gouvernants. Il faut que les gouvernants aient cette fonction cyclique à préserver. On ne peut pas exploiter les ressources du golfe de Gabès de manière intensive. On ne peut pas rejeter des pollutions dans la mer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc il faut, à chaque fois qu'il y a une action, on doit voir le côté recyclage. Si vous fabriquez je ne sais pas, des voitures, ben vous devez veiller à la récupération des pièces détachées lorsque la voiture ne roulera plus. On doit envisager le recyclage. Donc c'est une règle fondamentale de la gestion et de la gestion optimum. Une planète en danger exige un regard mondial sur les enjeux d'urgence, de grave détérioration écologique, de pays en crise, de modèles financiers implosés, de déficits ingérables, de perturbations budgétaires, de crises biologiques, sociales et sanitaires.
la méthode de gestion, les normes et les réglementations ont été expérimentées dans de nombreux pays développés. Il s'agit d'adapter ces compétences au développement au nom d'un intérêt de bonne gestion planétaire. L'opinion est absolument inverse au repli trumpiste et aux intentions macronistes. Bon, ça c'est donc le texte avait été écrit en 2017 avec des idées anciennes que j'ai réexprimées. La bonne gouvernance s'attache à la notion d'optimum de gestion pour satisfaire à moindre coût la qualité de service et des produits, les besoins d'une collectivité dans le bien-être et la durabilité. La gestion optimale vise le meilleur usage des ressources avec l'exploitation productive et les potentialités d'un pays, des ressources et du renouvellement cyclique. Elle considère la gestion des stocks, l'usage en faveur des droits du travail, la contribution au transfert des ressources, l'apprentissage, la transmission. Alors tout à l'heure, je vous disais que ces méthodes existent dans tous les pays. Je parlais de gouvernance mondiale. Oui, ces méthodes existent dans les pays européens. Et ils ont des méthodes, ils ont des lois, ils ont des réglementations. Il suffit de les adapter. Si vous voyez les pays d'Asie, les fameux dragons, mais vous seriez étonné, ils ont repris les réglementations d'institutions et ils les ont adaptées à leur pays. On ne va pas réinventer la Lune, enfin je ne sais plus quoi réinventer, mais ça existe. Et donc nous autres, surtout dans les pays en voie de développement, et c'est là où la coopération peut être utile, c'est que dans la notion d'optimisation, comment est-ce qu'on peut adopter des méthodes avancées, des méthodes qui sont pratiquées tous les jours dans les pays européens et qui manquent énormément dans nos pays en voie de développement. La politique économique consiste à adapter l'activité de la production selon la production a suffisamment produit pour de nombreuses années. Bon, la politique économique consiste à adapter l'activité à la production selon les conditions et les besoins. La production a suffisamment produit pour de nombreuses années. Il convient de gérer les stocks disponibles, de veiller à la durabilité des biens et à la continuité, de récupérer et d'allonger la vie des biens, de donner à redonner ce qui est à donner, de faire usage de biens d'équipement, de transfert du matériel amorti, d'organisation des filières, d'un tri des poubelles, des activités de quartier, d'encadrement des dons, de transfert des activités civiles, des associations actives au nom de leurs indemnités. Bon, là, indirectement, je dis que tous les citoyens ont un salaire, quel qu'il soit, le salaire, le revenu d'un travail ou le revenu d'un non-travail. Mais là, nous avons aussi des obligations pour apporter quelque chose à notre collectivité. Et parce que nous avons une rémunération, parce qu'on ne peut pas vivre sans argent, on ne va pas se mettre à voler quand même. Les gens qui n'ont pas de travail salarié doivent apporter leur contribution à la société parce qu'ils ont du temps, ils ont un savoir. C'est à eux de proposer ce qu'ils peuvent faire ou les employeurs d'exploiter, de transférer ces ressources. Et ça, c'est la fonction des politiciens. Donc je l'ai évoqué dans le chapitre économie. Le travail est une ressource qui est payée à travailler ou à ne rien faire. Donc il s'agit de l'optimisation, c'est de faire en sorte que ce travail soit utile. Et uniquement le politicien peut apprécier cette utilité et peut faire ce transfert d'une ressource. Je vous ai parlé de mon ressource, de mon travail, que j'ai demandé de le mettre à disposition d'un journal de Djerba qui risquait de fermer. Bon, comme Didier Reynders n'a pas compris l'intérêt de coopération, l'intérêt de francophonie, l'intérêt d'aide à l'insularité, à la conscience, au développement, à la protection. Enfin, bon, toutes ces choses-là sont induites par le travail que fait un journal. Alors, bon, je ne l'ai pas fait, ben, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai rédigé ces bouquins. J'ai terminé 3 bouquins chez Sidney Laurent durant toute cette période du coronavirus. Et voilà. Donc, des ressources de chômeurs. Je sais que dans les années 70, nous avions des chômeurs en Belgique. Ben, on les envoyait en coopération. Ils avaient un savoir. Au lieu de rester à ne rien faire, eh bien, ils mettaient leur savoir pour aider les pays en voie de développement. Donc voilà, ça c'est le transfert des ressources qui est un pouvoir des politiciens
je m'égare un tout petit peu, je m'éloigne un tout petit peu de mon sujet. Alors, l'identification des contradictions. L'identification des contradictions. Le boulot politique est d'identifier les contradictions, les activités de crabotage. Vous savez ce que c'est que le crabotage? Le crabotage, c'est quand vous tournez de manière inutile. Vous dégagez une grande puissance des quatre roues sur une route bitumée, par exemple. Donc vous roulez en crabotage inutile. Donc vous dépensez une énergie qui ne convient pas. Et donc le but de la politique, c'est de dénicher le travail inutile. Si le travail ne sert à rien, et ça ce sera le prochain chapitre dont je vous parlerai des méthodes d'action des gouvernants. Bon, je vais essayer de terminer assez vite, nous sommes à 35 minutes. J'ai évoqué le levier d'État qui consacre à identifier les contradictions. Certaines contradictions confronter des applications prospectives pour présenter les risques d'un monde dans 50 ans. Donc la prospective, c'est le côté projection. C'est quel monde aurions-nous dans 50 ans. Alors j'ai cité plusieurs contradictions. Les principes des gestions publiques, des budgets d'État. Lorsque ces budgets d'État sont composés par un impôt sur une ressource polluante, bon, je vais pas lire. On a aussi parlé des contradictions de l'État commerçant, des contradictions sur le cycle de l'eau, sur l'énergie, sur la famille, sur l'agriculture, sur le sol, l'occupation du sol, des espaces contraint la diversité des vies. Les grandes forêts du Benelux ont été transformées en zones industrielles de densité humaine. Alors on a aussi le salaire prolétarisé. Et là, on a parlé de l'argent, contradiction de l'argent, des cultures, le climat, de la faune, un monde sans animaux. Alors on a parlé encore des réfugiés clandestins. Tiens, ça c'est peut-être original. C'est peut-être original à citer. Les réfugiés clandestins ne peuvent ni avancer ni reculer. Pourtant, ils composent une population dans la force de l'âge, qui a pris le risque du voyage ou de l'exil, ou je ne sais pas comment, peut-être que le mot voyage ne convient pas, étant dans l'impasse face à un mur légal. Face à un mur légal. Ceux qui ne savent pas, c'est que la loi vous intéresse, et la loi est très forte en Europe. Donc là, quand la loi ne vous donne pas de droit, c'est terrible. Un mur légal qui tarde à donner sa décision, tandis que le temps tourne. La rigueur administrative les place en état de clandestinité et de folie, sans droit de travail ni d'entreprise. Alors ici, que je donne comme recommandation, un titre de séjour provisoire qui reconnaît leur état de réfugié. Un statut de 3 mois renouvelable ou de 6 mois renouvelable dans les communes, pour donner une chance à ces gens de s'en sortir, peut-être dans les communes ou dans des lieux où ils vivent. Un titre de séjour provisoire leur permettrait de voyager pour un éventuel retour au pays. Attendez, je ne veux pas les renvoyer un instant. J'ai perdu ma phrase. C'est pour un retour au pays où ils pourraient réévaluer leur choix. Donc un retour au pays, ce n'est pas pour les renvoyer, mais c'est pour qu'ils réévaluent leur choix. Peut-être qu'ils vont se ressourcer, développer des idées nouvelles, et encore mieux, devenir des partenaires de la coopération. On les aide à rechercher des solutions. Dans l'entreprise, la relation entre les pays après leur périlleuse aventure. La contradiction piège les réfugiés et établit des troubles psychologiques graves, des malaises insoupçonnés et, why not, des agissements extrêmes, certainement pour crier leur colère, pour créer une colère. Ça, j'ai écrit ça en octobre 2017, donc ce n'est pas de la prévision. Il faut recomposer la cyclique de la migration et en édicter une autre pour laisser les voies de sortie. L'esprit ne se satisfait pas de l'échec.
Ramener la cyclique dans un espace signifie de ramener les réfugiés dans une sphère positive pour transformer la belle histoire d'un aventurier en entrepreneur. La solution de sortie vise un optimum des ressources pour une reconnaissance, un état de droit provisoire, un état de dignité, une digne humanité, permettant le voyage volontaire, et puis le retour, bien entendu. Mais pendant ces 3 mois, il va revoir sa famille, il va revoir sa maman, il va se ressourcer, il va se réévaluer les atouts de son pays, et puis il va se dire, tiens, moi j'étais un pauvre qui a couru l'immigration, mais en fait ce pays me manque et je peux aider à monter une entreprise, à racheter du matériel, etc. Donc on peut utiliser cette aventure en autre chose pour devenir une histoire merveilleuse. Il y a moyen. Et la solution n'est pas dans les pays européens. On ne peut pas s'en sortir dans les pays européens. Il faut beaucoup de capital. C'est très rare de voir un étranger, un immigré ou réussir, encore moins un réfugié. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut beaucoup de capital, la vie et d'argent. C'est très difficile. Bref. L'esprit ne se satisfait pas de l'échec. Ramener la cyclique dans un espace signifie ramener le réfugié dans une sphère positive pour transformer la belle histoire d'un aventurier en un entrepreneur, permettant le voyage, le ressourcement ou le soutien de parrainage vers les populations d'Afrique, les facilités de transfert, des solutions de commerce. Les ambassades tiendraient un rôle social, positif, coopératif, créatif, amical. La situation de blocage n'ouvre pas de solution avec des risques de colère et de clash. Les saligots de CNews jugeront l'avoir prédit. J'aime pas les saligots de CNews parce qu'ils propagandent sur cette chaîne toujours la même chose et en fait on doit voir les choses de manière positive et non pas de cette manière négative. Eux, ils prédisent le crime, mais c'est normal. Il ne faut pas être devin pour dire que le crime va arriver. Les gens qui sont dans l'impasse et qui ne trouvent pas de solution, mais ils le vivent très mal. Par contre, vous avez couru l'aventure, bravo, vous avez failli mourir. Bon, écoutez, on vous donne un titre de séjour de 3 mois reconnu avec un statut de réfugié. Je ne peux pas non plus vous aider, ça c'est clair. Parce que moi j'ai d'autres pauvres à aider. Mais bon, on vous reconnaît, et puis vous avez une certaine liberté de manœuvre, vous pouvez circuler en ville, vous pouvez essayer de prendre un avion, retourner au pays, assister à l'enterrement de votre oncle ou de votre père et revenir, ou peut-être retrouver de nouvelles solutions. En fait, c'est ouvrir quelque chose de positif. Et c'est ça l'idée de développer un cycle qui tourne, c'est-à-dire du négatif, je peux retrouver du positif. Et donc c'est dans ce sens-là que le cyclique est fondement de l'existence, mais on le dit dans notre langage courant, il faut une solution. On ne peut pas laisser des gens sans solution. Il faut une solution de sortie. Il faut une solution de sortie. Alors, j'ai évoqué la propreté, j'ai évoqué le développement. Alors, les domaines de la prospective, les domaines de la prospective concernent tous les secteurs. Ils nécessitent une stratégie, un état actuel et une prévision. Je suis d'avis pour nommer ou pour voter un ministre de 7 ans afin de conduire la stratégie de secteur pour le territoire, le transport, la jeunesse, le sport, l'éducation, l'économie, l'agriculture, l'industrie. Chaque thème, ouais, bon, ma page n'est pas complète. Bref, la prospective concerne tous les secteurs, chaque thème concerne un domaine social, faisant l'objet d'une stratégie, d'une étude stratégie, d'une gestion et d'une prospective. Dans toute chose, il y a la gestion régulière et la vision prospective. Ça fait partie de la stratégie. Elle prévient les effets d'une conséquence sur l'usage du sol, sur l'agriculture, sur l'exploitation, sur l'observation des États, sur les implications du Covid. Alors, les domaines, j'ai cité la démographie, j'ai cité les pensions vieillesse, voilà. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je terminerai le dernier chapitre.
Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.